mesdames et messieurs, chers et chers amis, juste un paragraphe de préambule. Nous sommes en période de réserve préélectorale depuis lundi. Nous le savons depuis que cette date était envisagée pour la présidence française de l'Union européenne et ce séjour à Saumur. Donc, on le sait, mais vu les calendriers qui étaient très chargés, il n'y avait pas d'autre date possible. Donc, y compris en accord avec Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, nous avons dit on tient cette conférence malgré ce côté période de réserve préélectorale. Donc, les sujets étant des sujets techniques de la filière cheval, des sujets de stratégie à très long terme, il n'y avait pas de souci. Revenons à cet accueil un peu protocolaire. En tout cas, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée du Maine-et-Loire, chère Laetitia Saint-Paul, Madame la députée Martine Legui-Ballois, qui est présidente du groupe Cheval à l'Assemblée nationale, Monsieur le député européen, cher Jérémy de Serle, ami de longue date, bourguignon, ancien président des jeunes agriculteurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Vogel, président de la section cheval au Sénat, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Éric Touron, il n'est pas arrivé. Oh, il va nous rejoindre. Mais donc, Éric Touron, qui est maire de Ditray et conseiller régional délégué à la filière cheval, va nous rejoindre. Bien sûr, mesdames et messieurs les représentants des ministères en charge de l'agriculture et des sports, ce sont les deux tutelles de l'IFCE. Et un peu dans le désordre, mesdames et messieurs les responsables des structures françaises, européennes et internationales en lien avec le cheval. Je veux parler du World Horse Welfare, du réseau européen du cheval, d'EuroEquus, monsieur le maire, qui est le réseau des villes européennes du cheval, de la Fédération équestre internationale, de la Fédération européenne et méditerranéenne des courses, du Centre européen du cheval de Wallonie, Achille Cassard nous a rejoint, des courses de Pardubice en République tchèque, du château et du domaine de Versailles, de la Fédération française d'équitation, de la direction départementale des territoires de Vendée, de l'agence du tourisme du département d'Anjou. Mesdames et messieurs les professeurs universitaires, écrivains, journalistes et éditeurs, mesdames, messieurs, chers invités, chers collègues, chers amis. Je commence avec nos deux excusés de poids, puisque Madame la députée européenne Hilde Woutmans était retenue ce jour au Parlement européen sur une contrainte politique importante, je pense que vous comprenez, et notre ami proche, président du European Horse Network, l'EHN, Mark Ventine, qui est positif au coronavirus, et donc on lui souhaite par la pensée un prompt rétablissement. Cette journée illustre et met en exergue ce que le cheval et la relation homme-cheval peuvent apporter à notre avenir commun. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Laetitia Saint-Paul, vous décrira le lien privilégié qui existe entre notre événement et l'Union européenne, puisqu'elle en a la responsabilité. L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour certains qui l'ont vu ce matin, ou l'IFCE, accueille cet événement. En deux mots, l'IFCE est le seul établissement public français en charge du cheval et de l'équitation. Et c'est l'héritier de deux longues histoires, celle du cadre noir de Saumur d'une part, et celle des haras nationaux d'autre part. L'IFCE a aussi la charge de préparer et d'éclairer les décisions qui construisent la filière équine de demain. Je salue aussi la présence du président Loïc Malivet, président de la filière cheval. Nous avons lancé cette réflexion sur l'avenir du cheval en France et en Europe dans le cadre de la PFUE, vous verrez le mot à plusieurs reprises, présidence française de l'Union européenne, mais impulsé et aussi interpellé parce que cette conférence réunit les voix de ceux qui, sans être tous des professionnels du cheval, sont au cœur des décisions publiques dans les instances européennes
et dans les instances nationales françaises. À travers eux, nous souhaitons que l'écho de cette conférence parvienne jusqu'aux décideurs européens et bien sûr aux décideurs français. En France, sans cocorico particulier, le cheval est une filière d'excellence. C'est aussi, et vous allez l'entendre à plusieurs reprises, l'animal qui incarne le mieux nos espoirs d'adaptation. Alors les adaptations, elles sont agricoles, environnementales, sociales, scientifiques et culturelles. Dans chacun de ces domaines, le cheval peut jouer un rôle important. Je vais prendre quelques exemples. En agriculture et en écologie, le cheval participe au verdissement. Pour la partie européenne, on sait l'importance. À la résilience des exploitations. En matière d'intégration sociale, le cheval favorise l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Il accorde aussi une large part aux femmes. Dans le domaine de la connaissance, le cheval est par exemple au cœur des recherches sur la relation entre l'homme et l'animal, ou en particulier dans les relations de travail entre l'homme et l'animal. Dans les arts, beaucoup de créativité autour du cheval, et donc partout le cheval, facteur de progrès. Alors à ce titre, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, la France a un devoir, car sa filière cheval étant extrêmement diversifiée, sans doute une des plus diversifiées du monde, et complète, nous avons à travailler tous les secteurs. L'élevage, les courses, le sport, y compris le sport de haut niveau, toute la partie handicap avec nos cavalières paralympiques par exemple, le loisir, la randonnée, le trek, le cheval de travail et bien sûr le spectacle équestre. Côté race, plus de 50 races sont reconnues et entretenues en France et valorisées pour l'ensemble de ces activités. Nous nous réunissons aujourd'hui pour mettre cette richesse en lumière. Si j'ai évoqué les richesses de la filière équine française, cette conférence, vous l'avez compris, se veut d'abord européenne. C'est assez facile pour les questions de règles, puisque la majorité des règles concernant les animaux de rente dont fait partie le cheval, la majorité des règles sont européennes, par exemple en santé animale, en génétique, en matière de sécurité, en matière d'économie. Vous entendrez donc les voix de l'Europe à chaque table ronde et pour chacune des 3 thématiques de la conférence. C'est assez simple, agriculture, intégration sociale et culture. Donc agriculture, intégration sociale et culture. On y reviendra en conclusion, avec toujours le cheval européen qui pour nous est représenté par le HN, le fameux European Horse Network. Et si le HN est notre partenaire pour cette conférence, c'est aussi un partenaire au quotidien. Et c'est avec le HN que nous partageons les problèmes communs et entre représentants européens des filières équines et filières équines françaises. Alors le président de l'EHN, comme je vous le disais, Mark Ventine, devait revenir sur le rôle important de ce réseau. Le coronavirus l'a bloqué chez lui. Nous tenterons de le représenter du mieux que nous pourrons. Pour ma part, je vous renouvelle tous mes souhaits de bienvenue au sein de l'IFCE. Nos partenaires européens sont vraiment les bienvenus à Saumur. Vous êtes tous accueillis ici, venant de près, venant de loin, chacun rattaché à la filière cheval à votre manière, hein, techniquement, politiquement, simplement par intérêt général. En attendant, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce côté avenir du cheval, et c'est l'avenir commun homme et cheval que nous allons tenter de dessiner un petit peu plus aujourd'hui. Et je vous propose maintenant de passer d'abord la parole à Jackie Goulet peut-être, oui. Et ensuite, ça te va Laetitia, comme on a un peu inversé l'organisation, mais Jackie Goulet que je remercie au jour le jour, et en tant que maire de Saumur et en tant que président de l'agglomération, de tout ce que l'on peut faire ensemble. Et clairement, entre un établissement public dont le siège n'est pas à Paris, mais dans une grande ville de province, et la façon de travailler des élus de la République représentés pour le Saumurois par Jackie Goulet, je pense qu'on s'entend bien et on arrive à faire beaucoup de choses ensemble. Jackie. Merci.
Ok, très bien. Mesdames et messieurs, d'abord remercier notre hôte qui a bien voulu se prêter au jeu du protocole, parce que je n'ai pas certain de connaître chacune et chacun d'entre vous, et permettez de vous saluer chacune et chacun d'entre vous avec vos responsabilités respectives et vos passions, tout en saluant le président de l'IFCE qui nous reçoit, puisqu'on est chez vous ou on est chez toi, cher Alain. Mission pas facile, finalement. Maire, comme vous le savez tous, je ne suis pas un spécialiste du tout du cheval, mais quand on est maire d'une ville et président d'une agglomération, cher Jean-Michel, que tu connais bien, Jean-Michel Marchand, qui était mon prédécesseur, que tu connais bien, on épouse l'intégralité du territoire. Et finalement, avant de l'épouser, j'ai essayé de le découvrir, le cheval, et je vais vous donner, si vous le voulez bien, dans ma vision pour la ville de Saumur, qui est une petite ville de 30 000 habitants, 28 000 exactement, et une petite agglomération de 100 000 habitants. Alors, permettez-moi, si vous voulez bien, votre titre de votre conférence, qui est un titre évocateur. J'aurais aimé, si vous le voulez bien, le remplacer, ou tout en partie est un atout pour le monde d'après. Je l'aurais remplacé, si vous le permettez, est un atout pour le présent et l'avenir de notre société. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais finalement, c'est un milieu particulièrement passionnant et surtout entouré de passionnés, et ce qui fait que la ville de Saumur s'est emparée de ce sujet, et particulièrement les élus de la ville de Saumur, avec trois priorités. Évidemment, le volet économique que représente le cheval, l'environnement, le social, la culture, et je souhaite que le cheval soit au cœur de la ville de Saumur, au cœur de nos vies, tout simplement. L'économie, tout d'abord, ici, sur le territoire de l'agglomération, il est sous toutes les formes, à la fois pour les éleveurs, les commerciaux, les cavaliers, les centres équestres, l'artisanat, l'enseignement. Ici en est la preuve, les palefreniers, les soigneurs, et je pourrais en citer encore bien d'autres. C'est 2000 emplois sur le territoire de l'agglomération de Saumur, et je souhaite, avec les équipes de la communauté d'agglomération, que cela soit évidemment développé, et que la ville de Saumur, avec l'IFCE, Monsieur le Président, pour commencer quand même, malgré tout, et Monsieur le Directeur, nous soyons les fers de lance du cheval en France, du cheval en Europe. Et d'ailleurs, l'association nous a reconnus pour être la ville, l'association européenne, la ville de France qui représente le cheval au niveau européen, et c'est certainement pas tout à fait par hasard. À l'échelle communautaire, nous le développons particulièrement avec le développement économique touristique, et vous allez en parler pendant votre colloque, mais aussi pour la vie quotidienne pour ce qui correspond sur notre territoire, et particulièrement la ville de Saumur. Je souhaite que le cheval soit partout, ce que nous avons commencé à faire, d'abord avec l'attelage, en faisant travailler le cheval et le ramassage, cher Bruno, adjoint à l'environnement, et ramassage des déchets sur la ville de Saumur, mais aussi avec la brigade équestre, puisque nous avons juin, juillet, août, septembre, une brigade qui se déplace dans la ville pour donner un certain nombre de conseils, à la fois évidemment touristiques, mais aussi et surtout en matière de sécurité. Nous allons continuer dès 2022 pour juillet et août avec le ramassage des déchets en cœur de ville, non par des chevaux mais des ânes, puisque c'est plus facile à déplacer visiblement, et nous aurons ce clin d'œil qui nous paraît là aussi important. Mais peut-être l'essentiel de la politique, au-delà de ces deux points peut-être anecdotiques,
l'essentiel de la politique que je souhaite mener sur la ville, c'est que le cheval soit au cœur de la vie de tous les Saumurois, et particulièrement des jeunes. Et donc, à partir de mai cette année, tous les CM2 de la ville de Saumur, qu'il s'agisse des écoles privées ou publics, feront 3 séances dans des centres équestres de la ville de Saumur, pris en charge en totalité par la ville, de telle façon que quand on habite une ville comme Saumur, on ne puisse pas avoir une fois au moins dans sa vie, monter sur un cheval et avoir ce lien fort avec l'animal. Et puis pour aller dans la continuité, parce que c'est bien d'avoir ce goût au cheval, eh bien, la ville de Saumur prendra une partie importante du financement pour celles et ceux qui s'inscriront dans les centres équestres, et particulièrement pour les revenus modestes à partir de septembre 2022. Et ce lien social que je souhaite aussi avec l'animal, mais aussi que le cheval ne reste pas quelque chose pour des spécialistes et uniquement des spécialistes, et reste pas uniquement pour des familles plus aisées, et qu'ils puissent être dans chacune des foyers, dans chacun des quartiers, dans chacune des maisons du territoire de la ville de Saumur. Et c'est pour autant que j'ai demandé aux équipes de l'éducation de mettre en place dès cette année cette politique, et une politique qui durera au moins jusqu'à la fin du mandat, parce que l'avantage de notre mandat, comme on est en CDD, chacun peut revenir sur ce que nous avons pu prendre comme décision. Alors pour toutes ces raisons, vous avez compris qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous recevoir, vous, les spécialistes du cheval, vous qui écrivez la feuille de route des années à suivre autour du cheval et autour de la dynamique équestre. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir, bien évidemment ici, dans un lieu de l'excellence équestre, de l'excellence de la formation à la française de l'équitation, et dans un lieu où le prestige n'est peut-être pas assez fort pour définir quelle grande qualité, quelle responsabilité tu as, Jean-Roch, pour pouvoir continuer à avoir cette vision du cheval à la française, du cheval en France, et simplement du cheval à Saumur. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très bonne réunion de travail, une très bonne journée à Saumur, en Saumurois. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectifs, l'équitation de tradition française est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO depuis 2011. Bien qu'exercée ailleurs, le cadre noir en est la représentation la plus connue. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir un tel joyau au cœur de ma circonscription. Il représente l'excellence, attachée à un territoire depuis des générations, et tourné vers le monde. C'est absolument tout ce en quoi je crois, et c'est un honneur pour moi que vous soyez présents aussi nombreux aujourd'hui. Ce colloque, le cheval, un atout pour le monde d'après en France et en Europe, a obtenu le label Présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je remercie à ce titre le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui a cru en ce projet, qui a vu à quel point il était important pour monsieur le directeur Jean-Roch Gaillet et moi de penser le cheval comme trait d'union entre nous tous, alors que nombre de paysages européens sont façonnés par la tradition équestre. L'Union européenne est une perpétuelle construction, accélérée par les crises que les États membres affrontent ensemble. Je souhaite que les citoyens participent à cette Europe d'après grâce au développement de partenariats européens. La mondialisation favorise nos échanges économiques, mais nous devons nous unir au sein de l'Europe pour peser sur la scène mondiale. Nous avons su faire front ces dernières semaines face à la guerre en Ukraine, et je tiens ici à saluer l'esprit de résistance des Ukrainiennes et Ukrainiens. Cette union n'est possible qu'avec ceux qui font l'Europe, ses institutions, mais surtout les citoyens eux-mêmes. Il y a un an,
l'Assemblée nationale m'a confié la rédaction d'un rapport préparatoire à la présidence française de l'Union européenne qui a débuté au 1er janvier cette année. À l'époque, mes réflexions et rencontres m'avaient amené à une conviction. L'Union européenne est partenaire de bien des actions, mais peu visibles. J'ai donc, entre autres, porté la proposition de nous saisir de la présidence française de l'Union européenne pour encourager l'organisation d'événements d'envergure européenne sur tout le territoire, français comme européens, et dans des domaines variés. Près de 400 événements en France et dans l'Union européenne jalonnent cette présidence. Réunions politiques, programmation culturelle et événements citoyens ouverts à tous et à tous. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Cette labellisation de notre événement a pour finalité de mettre l'Europe au service des citoyens, de leurs projets, mais également de construire des ponts entre les citoyens européens eux-mêmes. Partager nos connaissances, nos expériences et pratiques, réfléchir ensemble pour construire l'avenir, porter des projets communs, favoriser la construction de réseaux européens solides. En résumé, c'est mieux se connaître pour mieux travailler et dessiner ensemble notre Europe pour demain. En 2009, la Suède, présidant l'Union européenne, a organisé la première conférence dédiée au cheval, comme nous le faisons aujourd'hui. À l'époque, cette conférence, également labellisée présidence suédoise de l'Union, a été fondatrice. Elle a lancé la création du European Horse Network, réseau européen du cheval, qui est présent aujourd'hui en la personne de Florence Gras. Pour chaque thématique abordée, en partant d'un état des lieux actuel, nous allons ouvrir la voie aux futures politiques du cheval en Europe dans toutes ses dimensions, agricoles, économiques et sportives, qui seront l'objet des 3 tables rondes de cet après-midi. Comme sous présidence suédoise, nous espérons que nos échanges seront porteurs d'un avenir solide pour le cheval en Europe. Il me tarde désormais d'entendre vos débats qui ne manqueront pas d'être très inspirants. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci pour votre participation massive. Merci Jean-Roch pour ces mots d'accueil et pour l'organisation de la manifestation. Et un grand merci à Laetitia Saint-Paul et à Jackie Goulet pour leurs mots qui montrent vraiment leur engagement d'élus au service de la filière cheval et d'élus chacun dans ses responsabilités, mais avec chacun le même enthousiasme pour parler du cheval dans leur territoire. La table ronde qui va s'ouvrir maintenant sera animée par Sylvie Brunel. Sylvie Brunel est géographe, elle est professeure de géographie à l'Université de Paris-Sorbonne, où elle dirige un master professionnel. Elle est très investie dans la sphère humanitaire. Elle a collaboré à Médecins sans frontières et Action contre la faim. Et elle est particulièrement préoccupée par les questions de développement durable et des questions environnementales. Elle a publié de nombreux ouvrages sur le sujet et bien évidemment, quand on s'occupe de ces questions-là, elle a publié des ouvrages sur l'agriculture et les enjeux agricoles en France et dans le monde. Elle est en outre passionnée par le cheval. Elle a chez elle 8 ou 9 chevaux de races différentes et elle pratique l'équitation dans différents contextes, dans différents pays. Et je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que quelqu'un qui est passionné par le cheval. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous dans la salle qui comprennent ces propos. Elle a été lauréate du prix Pégase, IFCE et Cadre Noir, et elle est membre du jury de ce même prix Pégase. Et donc elle va animer et modérer peut-être la table ronde qui s'annonce, qui s'intitule « Le cheval dans l'agriculture » avec les enjeux sanitaires, les enjeux de développement durable, dont l'enjeu particulièrement d'actualité de bien-être animal.
Sylvie, la parole est à toi. Bien, merci beaucoup Florence. Bonjour à tous. Vous avez vu que comme Madame la députée, je suis fière d'avoir gagné le concours de performance équestre et que j'affiche mon flot. Donc voilà, nous sommes tout de suite dans l'atmosphère d'une grande école dédiée à la filière équestre et à la performance dans le monde équestre, dans un pays qui s'enorgueillit d'avoir 53 races d'équidés. Et il faut remercier l'IFCE qui a organisé ce matin une très belle visite pour tous les intervenants de ces 3 tables rondes, de ces installations magnifiques, d'avoir organisé ce colloque européen sur le cheval, un atout pour le monde d'après. Et vous avez raison, monsieur le maire de Saumur, un atout pour le monde d'aujourd'hui aussi. Alors, la table ronde que je vais animer s'intitule « Le cheval dans l'agriculture, enjeux sanitaires, développement durable et bien-être animal ». C'est une table ronde qui est, comme toutes les tables rondes qui vont succéder cet après-midi, importante puisque nous avons 7 millions d'équidés en Europe. Ils occupent 6 millions d'hectares de prairies. Vous savez que les prairies, ce sont des infrastructures agroécologiques de premier plan qui captent autant de dioxyde de carbone que les forêts. C'est important à un moment où l'Union européenne veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Et finalement, cette réunion, ce colloque, nous unit autour du rôle essentiel d'un animal d'exception que la mécanisation n'a pas exclu de nos vies, bien au contraire. Animal qui renaît aujourd'hui à la faveur de l'engouement pour les campagnes que la pandémie et les confinements qu'elle a entraînés ont réactivé, mais aussi de toutes les attentes du développement durable. Un animal qui unit nature et culture, un animal qui unit économie de l'affection, et combien nous sommes nombreux à aimer profondément cet animal, mais aussi économie dure, puisqu'on estime à 100 milliards de dollars le chiffre d'affaires engendré par le monde du cheval en Europe chaque année. Donc ce cheval façonne des paysages spécifiques, il contribue à l'identité des territoires avec sa valeur patrimoniale, il permet de valoriser des milieux difficiles et il crée des métiers d'ailleurs de plus en plus nombreux, contrairement à ce que nous aurions pu penser. Il alimente le tourisme, il alimente l'économie des loisirs. Et finalement, on aurait pu parler d'un cheval-outil, mais non, c'est aujourd'hui un cheval-ami, mais un cheval-ami qui prend pleinement sa place dans cette société dont on aurait pu penser qu'elle se dématérialise, qu'elle se digitalise, et qui en réalité revient à des valeurs fondamentales. Alors je vais, pour animer cette table ronde, appeler à la tribune 2 députés et 3 vétérinaires, 5 personnalités. D'abord, Madame la députée de Vendée, Martine Legui-Ballois. Madame Legui-Ballois, vous êtes avocate de formation, vous présidez le groupe Cheval de l'Assemblée nationale, et pour l'instant, vous vous asseyez, et puis je vais vous appeler. Et vous vous inscrivez dans le mouvement sociétal faisant du bien-être du cheval une préoccupation majeure. Ce en quoi vous rejoignez Monsieur Rolly Owers, que j'appelle à la tribune. Monsieur Rolly Owers, vous êtes vétérinaire de formation. Je ne dois pas bien prononcer à mon avis, mais bon. Vous êtes vétérinaire de formation, vous êtes directeur exécutif du World Horse Welfare. Vous évoquerez avec nous les enjeux du bien-être du cheval dans l'agriculture, où il fait donc son grand retour au nom du développement durable. Mais vous êtes aussi engagé dans de nombreuses institutions veillant au bien-être du cheval. C'est une question qu'abordera aussi le professeur Didier Certaine, que j'appelle à la tribune. Vous aussi, Monsieur Certaine, vous êtes docteur vétérinaire de formation, vous présidez le Centre européen du cheval de Wallonie. Vous évoquerez avec nous l'utilisation du cheval comme animal de travail dans les forêts des Ardennes. Et puis, je vais appeler les 2 derniers intervenants. D'abord, sur la santé du cheval, Monsieur Göran Åkerström, c'est vous, Monsieur Göran Åkerström, qui êtes chef vétérinaire à la Fédération équestre internationale. Et vous ferez de cette question du santé du cheval, bravo, vous l'avez bien sauté, le thème central
de votre intervention, d'autant que vous travaillez étroitement avec l'Organisation internationale de la santé animale. Et donc, vous allez nous évoquer cette question de la santé du cheval. Enfin, monsieur le député européen Jérémy de Serles, vous conclurez cette table ronde avec une triple casquette, ancien président des jeunes agriculteurs, issu d'une famille d'éleveurs en Bourgogne-Franche-Comté et complètement impliqué en tant que député européen dans la stratégie européenne qui met les questions de biodiversité, de développement durable au premier plan, from farm to fork. Voilà, donc, Madame la députée, l'honneur est à vous. Je pense que vous serez mieux là. Ouais, bah vous faites comme vous voulez, mais alors, il vous faut un micro. Alors, comme vous voulez. Merci, C'est bon, là, ça marche. Merci beaucoup, Sylvie, de me donner la parole. Je remercie bien évidemment les organisateurs de cette initiative Parler Cheval. Alors, le temps que vous nous donnez, peut-être un peu court, parce qu'il y a tellement à dire pour tous les passionnés que nous sommes. Et effectivement, je voudrais revenir sur des différentes choses qui ont déjà été dites par rapport au sujet. Monsieur le directeur, vous avez parlé du cheval en France, vous avez dit qu'il était dans l'art, qu'il était dans différentes choses. L'image du cheval est inséparable de la France, même à l'étranger. À l'étranger, la France n'est jamais envisagée sans les chevaux. Le cadre noir est connu dans le monde entier, la garde républicaine, nos cavaliers d'exception, des courses illustres, l'Arc de Triomphe, qui ne le connaît pas dans le monde entier, les races, le sel français, les trotteurs. On a plein de choses en France qui font que le cheval et la France sont inséparables. Mais je veux revenir sur quelque chose qui n'a pas été évoqué, légèrement évoqué par Sylvie tout à l'heure. Vous l'avez dit, c'est un animal de rente. C'est quelque chose de très important. Tout ce que je viens d'évoquer, ce sont des fins commerciales. Vous avez dit cheval ami. Ce ne sont pas de choses antinomiques. Mais il faut rappeler, c'est très important aujourd'hui, que le cheval, pour la France et l'Europe, est un animal de rente juridiquement. Alors qu'on le traite bien, on y viendra après, mais c'est quelque chose, c'est une notion qu'il faut répéter. C'est un animal d'élevage, c'est un animal qui est utilisé à des fins économiques. Et si j'insiste tant là-dessus, c'est que vous savez les mouvements qui sévissent à l'heure actuelle, qui veulent en faire des animaux de compagnie, ça ne sera plus du tout pareil. Et comme beaucoup d'animaux, si effectivement on en venait à les reconnaître comme des animaux de compagnie, je ne sais plus s'il y aurait toujours le cadre noir, je ne sais plus s'il y aurait toujours la garde républicaine, je ne sais plus s'il y aurait des chevaux dans nos campagnes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, ça participe à la vitalité de nos territoires. Saumur, vous l'avez dit, monsieur le maire, Saumur sans le cadre noir, sans l'IFCE. Il y a plein de choses, tous les hippodromes qui font vivre aussi bien nos campagnes, avec tous les bénévoles qui y participent, qui font office de sélection pour nos grandes courses dont j'ai parlé, des courses de retentissement mondial. Là prend toute l'importance de bien se rappeler que le cheval est un animal de rente. C'est aussi un animal qui, à la fois inséparable pour l'art, pour plein de choses, est aussi source d'emploi, dans l'emploi direct dans nos campagnes. On le sait, je parlerai de la France parce que c'est ce que je connais mieux. En emploi direct, on a 66 000 emplois. C'est vrai que, si vous voulez, le cheval est source, mais véritablement source d'emploi. On n'est pas d'ailleurs au bout de tout ce qu'on pourrait trouver comme emploi avec les chevaux, puisque vous le disiez très justement, on va le ramener pour des utilités à des fins écologiques dans nos campagnes, et c'est quelque chose de formidable. Il participe aussi à l'entretien de nos campagnes. C'est vrai que ce soit pour les balades, moi-même j'ai découvert la Vendée en y arrivant, les chemins creux à cheval. Ça prend une toute autre dimension. C'est quelque chose qui n'est pas encore assez développé en France. Mais si on parle emploi, il faut toujours aussi dire qu'on rêve parfois on rêve beaucoup quand on aime les chevaux, d'aller travailler dans les chevaux. Aujourd'hui, c'est curieux, ça ne se sait pas. Il y a beaucoup de MFR, beaucoup de maisons familiales qui éduquent des enfants, des jeunes au métier des chevaux, mais on en manque. On manque de LAD, on manque de cavaliers d'entraînement. C'est vrai qu'il y a encore tellement de potentiel avec les chevaux. Il y a aussi quelque chose de très important.
c'est que en matière, on peut joindre à la fois les enjeux sanitaires, le développement durable. C'est qu'on a un problème à l'heure actuelle, et là aussi, il y a des emplois à reprendre. On manque de vétérinaires. On manque énormément de vétérinaires, et je crois que ce n'est pas un mal français. Je crois que c'est un mal européen. Il y a encore de ce côté-là, il faut façonner les gens, il faut leur donner envie de revenir dans nos campagnes. Peut-être que le cheval va être quelque chose qui va être un vecteur d'emploi dans nos campagnes pour les vétérinaires. Bon, ils ne pourront pas faire que ça, on le sait bien, mais en tout cas, c'est une piste qu'il convient d'examiner parce qu'il faut qu'on ait à nouveau beaucoup plus de vétérinaires sur les territoires ruraux. Après, vous avez parlé de bien-être animal. Alors, je reprends vos mots. Et je le redis, c'est pas parce que c'est un animal de rente, c'est aussi un ami, c'est aussi une bête qui nous apporte tant. Vous avez, monsieur le directeur, tout à l'heure parlé de ce qu'on peut faire pour le handicap, de ce qu'on peut faire au niveau psychologique avec des chevaux, le bonheur que ça procure. Je crois qu'on en est tous au même point. Je crois que, je ne sais pas vous, mais moi j'avoue que me promener à cheval, j'ai toujours une certaine fierté. Quand on est enfant, on rêve d'avoir un cheval. Et le cheval, quel qu'il soit, c'est toujours quelque chose qui nous apporte tant. Et franchement, penser que le bien-être animal au niveau des chevaux est quelque chose d'ignoré, ou du moins qu'il faut énormément développer comme s'il n'existait pas, est une ironie. Parce que franchement, je ne vois pas un cheval donner des résultats, tout le monde le sait, que ce soit en équitation, quelque équitation que ce soit, même pour le travail, sans être bien traité, sa longévité en dépend de toute façon. On y travaille, il y a encore des choses à améliorer, on est bien d'accord, il y a des choses à améliorer. Au niveau de l'Europe, tout le monde est en train de travailler sur le transport, Jérémy, je pense, il reviendra. Au niveau de la France, au niveau législatif, cette année, on a fait adopter une règle sur la névrectomie. La névrectomie est quelque chose qui, pour l'instant, était presque un peu accepté dans les idées tout en étant interdite, mais elle existait encore. Et il est vrai qu'en matière de bien-être animal, s'il était une des premières choses qu'il fallait sanctionner, c'était effectivement la névrectomie, parce que les gens qui ignorent au niveau qui ignorent le fonctionnement des chevaux, apprendre un jour que malgré différentes pathologies, on pouvait continuer à exploiter un cheval, quand bien même en lui permettant de ne plus rien sentir, ce qui n'empêche que les pathologies restaient encore. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Il y a aussi eu la capacité des détenteurs, parce qu'on sait très bien, bon là en ce moment, il y a eu des travaux, on a un confrère à l'Assemblée qui a beaucoup travaillé sur le cheval de haut niveau pour les Jeux Olympiques, en pensant qu'il fallait tout apprendre du bien-être animal pour les Jeux Olympiques. Je pense que si vous voulez, on l'a dit, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau de tous les États, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau du haut niveau, je crois que des efforts considérables ont été faits. Et je crois que si on voulait parler des filières, les filières elles-mêmes sont extrêmement préoccupées du bien-être animal. On est à leur côté en tant que législateurs, mais je pense qu'elles ne nous ont pas attendus. Quand on voit aussi bien au niveau des courses qu'au niveau de l'équitation, de la FFE, tout ce qui a été mis en place, très sincèrement, et je ne vais oublier personne, je ne vais pas oublier l'asphalte, je ne vais pas oublier toutes les jeunes chevaux, la SHF, enfin toutes les sociétés mères qui en fait sont l'IFCE, Institut technique, tout le monde travaille sur le bien-être animal. Tout le monde cherche à ce qu'on le traite en ami, comme vous avez dit, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Franchement, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est perfectible, mais c'est déjà là. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Vous avez été passionnée et passionnante. Je vais maintenant passer ma place et la parole à Monsieur Rolly Owers qui va nous parler à l'aide de slides. Alors, je vais vous donner la télécommande. J'arrive. Alors, comme ça, c'est facile. Merci. Vérifiez que ça marche. Alors, ça marche? Oui. Oh, there we go. Excellent. Thank you very much.
Merci beaucoup, un grand merci. C'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous parler en français. Alors, je viens du Royaume-Uni, j'ai amené la météo avec moi. Celles et ceux qui m'ont entendu parler dans le passé savent que j'aime faire quelques plaisanteries, mais après ce qui s'est passé dimanche soir aux Oscars, je vais faire très attention avec les plaisanteries. Bon, aujourd'hui c'est le poisson d'avril aussi, donc on ne sait jamais qui pourrait monter sur scène. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir la possibilité de m'exprimer aujourd'hui et de participer à cette conférence qui portera sur l'avenir du cheval en France, au sein de l'Union européenne et en Europe. Alors moi, je suis du Royaume-Uni, donc je dois faire le distinguo entre l'Europe et le Royaume-Uni, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité dans ce lieu historique et j'ai été ravie d'entendre le maire de Saumur. Je suis partie du principe que le critère numéro 1 pour être maire de Saumur, c'était de venir du monde du cheval. Et ça a été très rafraîchissant de voir que quelqu'un qui ne vient pas du cheval a quand même une passion pour les chevaux. Vous n'avez probablement pas le choix, mais en tout cas, elle est ressortie, cette passion, monsieur le maire, et ça a été formidable. Et Saumur a une très longue tradition équestre et j'aime beaucoup la devise d'un officier commandant du Cadre Noir qui disait que le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. Et je pense que pour nous qui évoluons dans le monde équestre, c'est une chose que nous devons prendre très au sérieux parce que nous avons de très grandes traditions dans le monde équestre, mais nous devons aussi accepter le changement. Très brièvement, permettez-moi donc de vous présenter les questions de bien-être, ou plutôt, je vais vous présenter donc mon organisation, le World Horse Welfare, le bien-être équin mondial. Alors, il s'agit d'une organisation qui a été fondée il y a presque 100 ans. Et au cœur de notre travail, de cet organisme de bienfaisance pour la santé équine, c'est que nous avons souhaité interdire le transport à longue distance des chevaux pour qu'ils soient abattus. Mais nous travaillons notamment sur le lien entre les chevaux et les êtres humains. Et ce partenariat peut revêtir de très nombreuses formes. Un animal de sport, un animal de loisir, un animal dans l'agriculture, un animal thérapeutique et bien d'autres sources encore. Et World Horse Welfare, eh bien, nous avons une association très étroite avec l'Union européenne. Nous l'avons entretenue de très nombreuses années et nous sommes fondateurs du réseau nous ne sommes pas fondateurs, du réseau EHN, mais nous travaillons avec eux depuis une dizaine d'années. Alors la France a bien entendu une transition très forte dans le domaine de l'équitation. Contrairement à ma capacité à passer d'une diapositive à l'autre. Et la France, à juste titre, comme nous l'avons entendu, peut être considérée comme un pionnier mondial dans la protection du bien-être animal avec la nouvelle loi, le projet de loi de protection du bien-être animal, notamment avec une licence qui sera nécessaire pour toutes les personnes qui exploiteront des chevaux et aussi le fait d'avoir un référent bien-être cheval sur tous les lieux qui exploitent les animaux et un rapport des neurectomies et autres procédures vétérinaires qui devront être enregistrées dans les documents. Les chevaux jouent également un rôle tout à fait unique dans notre société. Nous l'avons entendu, c'est un animal très versatile qui peut revêtir de très nombreux rôles. Donc il est important de comprendre que nombre de facteurs qui mettent en danger le bien-être du cheval parfois existent pour l'ensemble des chevaux, mais certains facteurs ont des répercussions plus importantes chez les chevaux qui sont élevés à des finalités spécifiques. Par exemple, les chevaux qui sont élevés pour le dressage, pour le polo, pour la course ou autre encore. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cheval de manière générale et je me concentrerai sur le bien-être du cheval, mais il y a un lien qui est bien entendu lié aux deux autres questions de cette table ronde, à savoir la santé humaine et le développement durable. Les chevaux dans l'agriculture, eh bien, ce sont parfois des chevaux d'élevage. Donc, ce sont parfois des animaux qui sont élevés et destinés à la consommation mondiale, ou alors ce peuvent être aussi des animaux de rente, des animaux utilisés par exemple pour le trait ou autre, ou les deux.
et leur bien-être peut être mis en danger, par exemple par une mauvaise manipulation, une mauvaise gestion, un logement inadapté ou autre. Et donc les préoccupations dans le domaine du bien-être des chevaux est liée à l'unicité des chevaux, c'est-à-dire que les chevaux peuvent évoluer et changer dans la vie. Par exemple, un cheval de sport peut ensuite devenir un cheval de loisir et ensuite un cheval destiné par exemple à l'abattage. Les chevaux ont beaucoup de mal lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de sortir. Ils risquent de souffrir d'obésité, ou d'autres problèmes. Et puis, il faut savoir aussi que les chevaux sont les animaux les plus transportés de toutes les espèces. N'importe quel transport peut être une expérience stressante et une expérience très fatigante. Donc, le bien-être des chevaux pendant les transports peut être impacté par nombre de facteurs. La bonne santé de l'animal, les intervalles entre le fait de les abreuver et de leur donner à manger, mais aussi leur santé générale. Nous savons également que les chevaux de travail apportent des bienfaits uniques à l'agriculture. Ils permettent de verdir la production agricole puisqu'ils utilisent, ou plutôt puisque leur impact environnemental est limité. Les chevaux de travail peuvent jouer un rôle dans une exploitation durable des terres arables et bien entendu, les chevaux de trait peuvent avoir des répercussions tout à fait positives. Et nous voyons qu'il y a de petites exploitations agricoles qui montrent de plus en plus d'intérêt pour une exploitation à bas carbone autonome. Par exemple, en Europe, nous voyons qu'il y a de plus en plus de chevaux qui sont utilisés, notamment dans le secteur du vin bio. Et je sais que le vin ici à Saumur, il est particulièrement bon. Mais bien entendu, nous devons continuer de prendre en compte le bien-être des chevaux et nous assurer qu'ils soient mieux protégés. Parce que ce changement dans l'utilisation du cheval n'est pas toujours à la hauteur d'une bonne compréhension des besoins du cheval ou alors peut-être le fait d'avoir les bonnes installations ou les finances pour pouvoir accueillir les animaux comme il se doit. En tant que secteur, nous devons nous assurer que les pratiques de bien-être soient mises en place, quelle que soit la manière dont le cheval est utilisé. Réfléchissons ensemble peut-être à plusieurs questions liées au bien-être animal. Il a été prouvé à de nombreuses reprises depuis le scandale de la viande équine en 2013 qu'il était nécessaire de procéder à un bilan des questions liées au cheval dans l'ensemble de l'Europe. Et nous savons qu'il y a un manque d'éducation, il y a beaucoup d'ignorance, et ça, c'est le danger numéro 1 pour le bien-être du cheval. Si nous nous en tenons aux méthodes traditionnelles ou connues, eh bien, il peut y avoir des répercussions négatives sur le bien-être du cheval si celles-ci ne sont pas compatibles avec les faits scientifiques de ce qu'est le bien-être pour le cheval. Un exemple, nous en savons aujourd'hui beaucoup plus concernant la manière dont les chevaux apprennent et le fait que les tactiques sévères ou la punition du cheval n'ont absolument aucune place dans la formation des êtres humains. L'échange de connaissances est essentiel et bien entendu l'IFCE joue un rôle absolument essentiel ici aussi. Celles et ceux qui sont impliqués dans l'utilisation, l'exploitation ou la formation des chevaux doivent avoir des connaissances concernant le comportement des chevaux pour répondre à leurs besoins naturels et répondre ou plutôt garantir le bien-être. Et ici un exemple, c'est l'IFCE qui travaille de concert avec l'industrie vinicole pour développer des formations pour les propriétaires d'animaux afin qu'ils développent les compétences pour semer, par exemple, des vignes. Et puis ensuite, il y a aussi la question de l'écurie qui doit être idoine, mais aussi de l'enraînement qui doit être idoine. Lorsque l'on parle de bien-être, on parle qu'il faut éviter les expériences négatives, certes, mais il faut aussi promouvoir les bonnes expériences. Par exemple, l'écurie ou le refuge du cheval doit être construit en prenant en compte les besoins du cheval et surtout, il faut que ce soit sûr et sec. Par exemple, si les traitements des pieds, des sabots ne sont pas suffisants, il peut y avoir des problèmes. Pareil pour les dents des chevaux. Ces deux actions doivent être garantie par des professionnels qualifiés et un équipement non adapté, notamment pour les chevaux de trait, peut avoir des répercussions négatives sur le bien-être. Ensuite, l'impossibilité de sortir au pré, l'isolement social, ça aussi c'est un problème. Nous avons entendu ici que l'IFC, le cadre noir, s'est ouvert à ses besoins, les 3 F dans le domaine, 3 F en anglais, donc Freedom, Forage et Friends, donc liberté, amis et du forage, c'est-à-dire du foin ou autre. Nous devons le garder à l'esprit.
les chevaux qui sont dans des boxes pendant de longues périodes, eh bien, cela peut avoir des répercussions négatives sur leur bien-être. Les chevaux doivent avoir accès à des espaces extérieurs avec d'autres animaux dans la mesure du possible. Les chevaux sont des animaux grégaires et ils peuvent être angoissés ou manquer de sécurité s'ils sont isolés des autres chevaux. Quatrième point, alors je ne souhaite pas parler de ce qui va être évoqué par Göran, mais lorsque l'on parle de la santé des chevaux, il faut bien savoir que le cheval peut être en bonne santé, mais le fait d'être en bonne santé ne veut pas forcément dire que le bien-être est garanti. Si le bien-être est garanti, par définition, le cheval sera en bonne santé. C'est pour cela qu'il est important de prévenir dans la mesure du possible la dissémination des maladies infectieuses, et pensons à ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Nous avons eu par exemple la grippe équine en 2020 ou le virus de l'herpès équin l'année dernière qui continue cette année. Mais il y a aussi d'autres menaces comme par exemple la maladie africaine du cheval entre autres. En ce qui concerne la prévention des maladies, il est particulièrement important aussi de gardez bien à l'esprit nos capacités en termes de prise en charge des chevaux. Vous devez connaître vos chevaux et si votre cheval développe une maladie, très rapidement, vous constaterez qu'il y a des changements comportementaux et vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Enfin, dernier point, un manque d'identification et de traçabilité des sujets équins. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un manque de conformité en matière d'identification des chevaux dans l'ensemble de l'Europe, en France, au Royaume-Uni et dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne aussi. Et ce manque de traçabilité, c'est un problème réel et majeur lorsqu'il s'agit de risques au bien-être des chevaux, notamment en cas de maladie, de pandémie ou d'infection. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, nous devons reconnaître l'importance d'un bien-être de bonne qualité pour les chevaux dans l'agriculture et il y a un lien aussi entre la santé, le bien-être et la productivité. Il faut investir dans l'éducation et la formation de tout le personnel puisque chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour offrir aux chevaux des expériences positives ou négatives. Il faut aussi améliorer la législation de l'Union européenne, y compris une révision de la directive 94/58 qui fait référence aux animaux exploités à des fins agricoles et qui peuvent avoir des répercussions sur le bien-être équin. Et puis il faut utiliser les connaissances actuelles sur le bien-être, comme par exemple les législations dans les différents États membres de l'Union européenne, mais aussi les guides de l'Union européenne pour les bonnes pratiques en matière d'exploitation de chevaux et d'ânes, l'objectif étant d'être en mesure de promouvoir une nouvelle fois leur bien-être. Et en tant que secteur, nous devons investir dans davantage de recherche pour mieux comprendre les facteurs qui créent un bien-être de bonne qualité et de mauvaise qualité et les répercussions une nouvelle fois. Donc il est absolument essentiel de ne surtout pas laisser sur le bord de la route nos chevaux. Il est important que leur bien-être soit compris, c'est important et nous devons y travailler dès lors que nous sommes impliqués avec des chevaux et l'industrie doit y travailler également. Les chevaux continueront d'être un atout majeur dans le monde de l'après-crise. Pensons à la manière dont nous accueillerons les chevaux à l'avenir pour nous assurer qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice, à l'agriculture, aux communautés au sens large du terme, à l'environnement, à l'agroécologie, tout en leur offrant un bien-être de bonne qualité et des expériences positives. Les chevaux ont un rôle majeur à jouer, mais pour nombre de raisons différentes, l'étude de leur bien-être ne peut pas être laissée de côté. Merci beaucoup de votre attention. Alors, j'étais très inquiète au départ parce qu'il avait 30 slides, mais vous avez vu qu'il nous a fait ça vraiment fabuleux. Et bravo, parce que vraiment, c'était à la fois extrêmement complet, extrêmement passionnant. Et je retiens une phrase clé. Le culte de la tradition n'exclut pas la recherche du progrès et, bien sûr, la connaissance du bien-être du cheval. Merci, Monsieur Owers. Merci pour vos 3 F. Freedom, Forage and Friends. C'était vraiment ce que nous retiendrons au milieu de beaucoup d'autres choses de votre intervention. Je vais maintenant laisser la parole, alors non pas à vous, peut-être ce sera après, à Monsieur Serten, qui va nous expliquer l'utilisation du cheval dans l'agriculture dans les Ardennes. Je vous laisse la place. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir le pointeur et la première diapositive, s'il vous plaît? C'est où, là? Monsieur Serten. Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais représenter l'aspect européen, donc en étant un peu plus au nord de vous. Donc, notre centre à Mont-le-Soin
est un petit village, un lieu-dit dans les Ardennes, dans la commune de Vielsalm, situé à 20 km de la frontière allemande et à 20 km du Grand-Duché Luxembourg. C'est très pratique pour les prix du gazole qui sont 60 centimes moins chers que ce que j'ai payé sur l'autoroute. Mais bon, ce n'est que passager, j'imagine. Et donc, nous avons 2 axes prioritaires. Donc, c'est un centre qui est relié à l'Université de Liège, dont je dirige la clinique du cheval. Ma spécialité est la chirurgie et la médecine sportive. Et en fait, on a 2 axes prioritaires, qui est la recherche appliquée sur des bases de problèmes identifiés par les acteurs de terrain. Donc, il y a des enquêtes qui sont réalisées, et c'est les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers qui nous reviennent avec des projets. Et forcément, il a un rôle qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le développement économique et service à la filière. Et donc, on est depuis les années 2000, parce que c'est là que l'on a commencé nos activités, un centre de référence pour le studbook ardennais, les éleveurs, les meneurs et des bardeurs pour la sauvegarde, bien sûr, et la promotion du cheval de trait. Et donc, vous voyez sur les 2 dias en dessous, Amon, un étalon ardennais suédois qui est arrivé dans notre centre il y a 20 ans. Il galope toujours dans la neige, photo prise ce matin. Et le même cheval sous les rênes et sous les guides de Félix-Marie Brasseur lors de son acceptation comme étalon reproducteur. Et donc, en fait, si on veut préserver l'avenir de ces chevaux, parce que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, et vous voyez qu'Amon, là, il est là tout seul par rapport à tous les autres. Et en fait, le vrai problème de ces chevaux, de race lourde ou de race de travail ou de race de loisirs, on peut les appeler avec différents termes, c'est en fait qu'il leur manque un réseau d'utilisateurs qui va les valoriser derrière. Donc il est là tout seul en train de galoper dans sa prairie. Les autres, ils sont en concours épique, en concours complet, en dressage, en endurance, en trot et en course. Et donc c'est le vrai problème pour assurer la sauvegarde de ces races, c'est de recréer un réseau d'utilisateurs. Et pour ça, ça va impliquer de produire un cheval de qualité qui répond à la demande, indemne de pathologies dégénératives, c'est un vrai problème, et apte au travail. Et je pense qu'en France comme en Belgique, on en a fait un cheval de boucherie, et on a oublié qu'à l'origine, les traits ardennais, c'est eux qui ont accompagné Napoléon, vous connaissez Napoléon, je pense, hein, qui ont accompagné Napoléon jusqu'en Russie, très d'actualité. Et donc, en fait, c'était des chevaux de très légers. Il y a eu une dérive vers la viande, ça c'est une spécialité belge, de faire des culards et des blancs-bleus belges, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une dérive, mais que toutes les traces lourdes ont connue et qui a impacté de façon majeure le bien-être parce que à côté de cela, il y avait des chevaux qui ont perdu leurs allures, qui ont développé des problèmes d'ostéoarthrose. On a de l'arthrose sur des chevaux de 18 mois à 2 ans. Et en plus, ils ont développé, ça vous le connaissez sûrement bien aussi, c'est des lymphœdèmes, donc des grosses patajules pleines de pus, etc., qui est une catastrophe et qui est une cause d'euthanasie, voire d'envoi à la boucherie précoce, parce que c'est tout à fait impossible de garder des chevaux avec ce type de pathologie et il n'y a pas de traitement. Alors on me dirait, ben oui, dans les utilisations, il y a bien sûr la viande. Mais ça, les effectifs des chevaux ardennais, j'ai même été optimiste en parlant de 1200 naissances par an, c'est beaucoup moins que ça en fait. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va sauver une race, d'accord ? On est bien d'accord, c'est tout à fait impossible. Alors on pourrait se dire, oui, les utilisations, c'est la viande, excusez-moi, les dias sont un peu petites. En Belgique, on mange 80 kg de viande par an, par habitant, et les chevaux, c'est 600 grammes. Donc même si on change, on va manger du cheval, ça n'a aucun sens, ça n'aura aucun impact. Et en plus, c'est très mal vécu dans ces périodes de véganes, de végétariens, de végétaliens, d'antispécies et tout. On va dire, tiens, on va redévelopper la filière des chevaux lourds en faisant du marketing de la viande, du cheval. Ça ne va pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne passera pas. Et en plus, si on voit la filière viande, qui est même plus active en France qu'en Belgique, il y a des énormes problèmes de bien-être, les conditions de transport, on vient de les voir, les conditions d'abattage, n'en parlons même plus, lorsqu'on voit ces marchés, etc. Donc c'est un vrai scandale. Donc cette approche-là, on va devoir la remettre en question et ce n'est pas avec cette approche qu'on va sauver les chevaux. Et je ne dis pas qu'il ne faut plus les envoyer à la boucherie, ce n'est pas du tout ça mon discours, mais il faut envoyer les chevaux qui sont inaptes à ce que l'on veut faire.
Et c'est-à-dire que pour le moment, on envoie, par exemple, des exceptionnels chevaux de trait qui pourraient très bien convenir pour le travail en forêt et pour l'attelage. Donc la question est de mettre des éléments, indicateurs très précoces pour dire ceux-là, ben oui, mettons-les à la boucherie, et ceux-là, valorisons-les en créant des nouvelles activités, loisirs bien sûr, et le travail du cheval. Et donc en fait, on n'a pas le temps de passer bien sûr les vidéos, mais je vous invite à aller voir ce que fait le Comité européen du cheval de trait qui essaye de rassembler les différents acteurs, qui est basé en Belgique mais qui a beaucoup de contacts, le cheval forestier, le cheval dans la ville, le cheval dans l'agriculture et bien sûr le cheval en forêt. Et j'aime bien cette première image où on voit un cheval qui tire une machine. Donc, faire travailler les chevaux en campagne ou dans la forêt, ce n'est pas revenir au siècle passé, ce n'est pas de l'anti-croissance. Il y a des techniques et des outils tout à fait performants qui ont leur sens à jouer. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut travailler avec le cheval qu'on revient X années en arrière. Au contraire, il faut utiliser toute la modernité technique dont on dispose pour pouvoir faire ce travail dans des bonnes conditions. Alors en Wallonie, c'est une catastrophe, hein. Il n'y en a plus beaucoup. Il reste à peu près 166 professionnels ou semi-professionnels qui travaillent principalement dans la forêt, donc à peu près 50 ou 60. La moitié travaillent dans la forêt. Les autres, ils ont d'autres activités dans les communes ou dans les activités de maraîchage. Vous êtes convaincus, bien sûr, mais je pense qu'il faut réinsister. Le cheval forestier dispose d'atouts non négligeables. Son empreinte sur les sols est très limitée. Son poids réparti sur ses 4 membres préserve le tassement et la compaction des sols en forêt. C'est fondamental. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent que des machines agricoles un peu volumineuses impactent le sol jusqu'à 80 cm de profondeur. Quand on connaît maintenant tout le réseau et toute la communication par les racines et les mycéliums dans la forêt, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Bien sûr, ça préserve la jeune végétation et ça permet d'éviter les grosses ornières. Je peux vous montrer des photos horribles de la forêt après le passage d'engins lorsqu'une mise à blanc a été faite. Donc, c'est vraiment un atout pour la gestion durable des forêts. Et là, c'est au niveau des politiques qu'il faut intervenir. On essaye de le faire un maximum en Belgique pour obliger l'utilisation du cheval dans les zones de haute protection, dans les zones humides et bien sûr dans les zones Natura 2000. Je pense que vous en avez également aussi. Donc, il y a un travail et un message important à faire auprès des politiques pour que le cheval, dans ces zones sensibles, soit utilisé. Il suffit de le mettre, entre guillemets, dans le cahier des charges. Et donc, l'avantage même économiquement rentable, on va le dire comme ça, c'est de l'utiliser, bien sûr, dans des terrains difficiles, mais des terrains spongieux pour les premières étapes de la récolte du bois. Donc, les grumes sont débusquées au cheval de trait qui les amène en dehors des parcelles. Et là, bien sûr, les machines peuvent prendre le relais. Donc, l'idée n'est pas d'aller contre la machine. Et ça a été une erreur des débardeurs chez nous. C'est qu'ils ont pris des chevaux de plus en plus lourds pour montrer qu'ils étaient aussi puissants qu'une machine. Et ça a été vraiment une erreur. Il faut plutôt un petit cheval comme le cheval ardennais qui est agile et qui va pouvoir aller chercher des grumes à certains endroits tout à fait inaccessibles et sans pour cela abîmer la forêt. Donc, ça doit vraiment devenir un outil d'entretien. Alors bien sûr, c'est un acteur du développement local, diversification des activités économiques, on en a déjà parlé, maintenir les emplois, tourisme rural, préservation du patrimoine régional, préservation d'un savoir-faire, tout ça c'est bien classique, on connaît bien l'intérêt. Le cheval joue un rôle sociétal important, facilite les échanges, amène les jeunes à rencontrer les personnes qui travaillent dans la forêt, pourquoi pas créer des vocations, et bien sûr un respect total des habitats naturels et la faune et la flore dans un contexte de développement durable. Donc surtout, osons changer nos habitudes. J'ai bien apprécié l'intervention de Rolly juste avant. Souvent, on met une petite couche de bien-être animal pour se donner bonne conscience. Non, non, il est temps, il est même urgent de se remettre en question. Et des chevaux qui travaillent ou qui accompagnent quelqu'un lors de sa journée de forestier, ce n'est pas un esclave, c'est une complémentarité, c'est un ami qui participe et qui aide au travail. Donc il y a vraiment une mentalité à changer, mais on doit tenir compte des sociétés protectrices des animaux, du véganisme qui se développe et de l'antispécisme.
Donc c'est à nous de donner, en tout cas, de faire un nouveau marketing pour montrer que le cheval est bien sûr un ami, peut-être pas un animal de compagnie. J'ai bien compris les impacts économiques de classement entre animal de production, animal de rente et animal de compagnie. Mais on doit faire changer l'image pour dire non, non, c'est un partenaire dans le développement durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Certen. Vous aussi, vous avez fait votre parcours dans les temps. Et il faut retenir votre phrase clé. La sauvegarde d'une race est liée à son utilisation. Il faut rendre au trait ardennais toute sa vocation, et notamment sa vocation comme cheval forestier. Merci de cette conférence passionnée. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Joran, il m'a dit il m'a donné la prononciation en suédois, Joran Ackerström. Monsieur Joran Ackerström est chef vétérinaire à la Fédération équestre internationale et je vais lui laisser la parole. Je crois que vous préférez vous aussi être comme Monsieur Certen, mais vous voulez, oui c'est mieux, je suis d'accord. Merci beaucoup Sylvie de cette présentation. Merci à Didier d'avoir présenté les chevaux de trait. Moi, j'ai grandi avec les chevaux de trait, ils me tiennent à cœur et ça a été formidable de les observer. Permettez-moi de vous remercier de cette introduction. C'est un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui. C'est historique pour les chevaux et c'est un privilège pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je représente aujourd'hui la Fédération équestre internationale, la FEI. Il s'agit d'une organisation qui a aujourd'hui plus de 100 ans. Nous célébrons notre 100e anniversaire, ou plutôt nous le célébrerons dans un mois, avec un an de retour à cause de la Covid, mais je crois que la fête sera bonne. En tant qu'organisation, nous avons eu un comité de gouvernance du sport équestre international. Il s'agit d'une organisation qui travaille aussi sur le bien-être et la santé. Ce sont deux principes qui sont au cœur de nos valeurs et de nos objectifs. Et ça, c'est très spécifique de mon département, le département vétérinaire. C'est ce sur quoi nous travaillons au quotidien. C'est ainsi que nous gagnons notre vie et c'est très important pour nous. Mais c'est important aussi pour les autres comités de gouvernance dans le monde. Et ça ne cesse de gagner en importance. Je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de pression qui s'exerce en termes de bien-être animal de la part des organisations qui s'occupent de bien-être animal et il y a des pans de notre action qui doivent être améliorés. Et je puis vous assurer que le travail est en cours et que nous le voyons aujourd'hui. Ça a été formidable d'entendre les présentations du département recherche et je crois qu'il y a d'excellents travaux qui sont en cours autour de ces points. Je représente aussi une autre confédération, la IHSC, donc, qui a été fondée notamment par le secteur de la course. Nous formons ensemble la plus grande entité en matière équestre et nous avons un partenariat public-privé avec l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ça a été le premier partenariat public-privé formé par l'organisation chargée de la santé animale et nous travaillons presque au quotidien avec cette organisation dans le monde entier sur différentes thématiques. Bien. Dans la droite ligne de ce qui a été dit lors de la première présentation, les chevaux apportent de la valeur. Ils apportent une valeur financière, mais ils apportent aussi de l'emploi. Que ce soit au sein de l'Union européenne, eh bien, nous pouvons affirmer que nous avons 7 millions d'équidés et ceux-ci utilisent 2,6 millions d'hectares de prairies. C'est un animal qui est vert, c'est une activité non intensive, surtout rurale. Et de manière générale, le chiffre d'affaires dépasse les 50 milliards d'euros chaque année. C'est gigantesque, c'est beaucoup d'argent. C'est véritablement une industrie qui doit être prise au sérieux, qui doit être soutenue également.
et nous avons 500 000 emplois directs et indirects au sein de l'Union européenne autour du cheval. Alors, j'ai été invitée aujourd'hui afin d'évoquer les défis qui se présentent en matière de santé équine aujourd'hui. Je parlerai de maladies, je parlerai aussi de résistance, de résistance médicamenteuse, de résistance des bactéries à certains médicaments. Je parlerai aussi des gens, de la prévention, des mouvements autour du cheval, ce qui peut être fait. Je parlerai aussi de la législation par rapport au protocole de l'industrie équine. Je parlerai de la crise ou des crises et des répercussions sur la santé du cheval. Il y a eu la pandémie de Covid-19, il y a la guerre en Ukraine. Donc comment est-ce qu'il y aura des répercussions sur la santé des chevaux si nous ne faisons pas montre de vigilance, et ensuite les solutions possibles. Cette photo, elle a été prise l'été dernier dans un centre équestre où il pensait qu'il faisait tout parfaitement bien, mais le diable réside dans les détails, et derrière ces écuries, en fait, les chevaux ne devaient pas avoir un contact de naseau à naseau à cause d'une crise, et voilà ce qui s'était passé. Donc nous devons continuer à être très vigilants pour protéger la santé animale. Les maladies endémiques et les maladies exotiques. Vous êtes très nombreux à connaître le EHV1 qui s'est vérifié en Espagne l'année dernière. Moi, j'ai travaillé en plein cœur de cette épidémie. Ça a été une expérience terrible. Nous avons eu la grippe équine en 2019. C'était surtout au Royaume-Uni, mais pas seulement. Ensuite, il y a eu d'autres maladies qui continuent d'être des menaces, notamment chez les jeunes chevaux, chez les chevaux destinés à la vente. C'est vrai que ça continue d'être un problème. Il s'agit de maladies endémiques qui continuent d'être présentes, mais nous pouvons gérer ces maladies à travers des vaccins ou autres. Mais une nouvelle fois, il y a bien entendu des problèmes qui continuent de se vérifier. Et donc il y a le problème de la gourme, mais nous devons continuer aussi à nous préparer pour le risque d'une épidémie de maladies équines africaines. Nous avons le vecteur, c'est la morsure de l'insecte, et ce sont des insectes qui viennent de la région subsaharienne, mais il y a 2 ans, c'est une nouvelle fois un facteur humain qui a causé la dissémination, puisque d'Afrique vers la Thaïlande, il y a eu un manque de responsabilité. Presque 1000 chevaux sont morts. 80 à 90% des chevaux infectés sont morts. Ça a été assez extrême. Et ça aurait tout à fait pu se vérifier ici aujourd'hui. Il y a eu une épidémie en Espagne, il y a de cela une 30aine d'années, si je ne m'abuse. Et je crois qu'un des grands défis ici, c'est de développer des vaccins qui soient de suffisamment bonne qualité et qui soient disponibles. Et nous, en tant qu'industrie, de concert avec les autorités, avec la Commission européenne et avec d'autres, nous devons travailler pour nous assurer que les vaccins soient à disposition. Et puis, il nous faut aussi les bons outils pour établir les diagnostics. Une autre maladie qui existe dans le sud de la France, c'est la fièvre du Nil occidentale. Il y a eu des épidémies en Espagne, mais aussi au Portugal. Et il s'agit de zoonoses qui peuvent aussi affecter les êtres humains. Je suis surpris qu'il n'y ait pas davantage de cas en Europe parce que ça ne cesse de croître. Il y a eu des cas qui ont été enregistrés en Pologne, par exemple. Donc nous devons être très vigilants. Et puis ensuite, il y a l'anémie équine infectieuse qui est endémique. C'est une maladie terrible qui peut être disséminée de plusieurs manières, notamment par la morsure des insectes. Là, il n'y a pas de vaccin. Et les chevaux, généralement, sont euthanasiés dès lors qu'ils sont infectés par cette anémie. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets parce qu'avec la guerre en Ukraine, c'est difficile de conserver une bonne épidémiologie en période de guerre. Et il y a des chevaux qui arrivent d'Ukraine, notamment au cours de l'été. Les chevaux sont libérés dans la forêt en Ukraine. Et donc, quel sera leur état de santé à l'avenir? Nous essayons de faire en sorte que les chevaux viennent au sein de l'Union européenne, mais il faut que cela se fasse en toute sécurité, sinon il pourrait y avoir des problèmes majeurs. Ensuite, la résistance antimicrobiotique aux médicaments, donc. De quoi s'agit-il? Eh bien, une des menaces pour l'humanité, mais pour les animaux aussi, c'est cette résistance
ou plutôt c'est le fait que les bactéries, les microbes deviennent résistants face aux médicaments que nous utilisons. Je pense à la pénicilline, entre autres. C'est la raison pour laquelle nos législateurs essaient de protéger les chevaux et de protéger aussi les médicaments destinés aux êtres humains. Mais nous rencontrons un problème, c'est que les chevaux, parfois, doivent être opérés. Ça peut être des chevaux de sport ou d'autres chevaux qui ont besoin de chirurgie. Et quand vous avez besoin de chirurgie, il faut de la pénicilline ou autre substance particulièrement forte. Et la valeur de nombre de chevaux fait que, eh bien, c'est difficile de comparer un cheval avec des animaux d'élevage ou des animaux fermiers individuels. Donc, il y a beaucoup, on insiste pour faire en sorte que l'animal soit traité, qu'il subisse la chirurgie, et la menace, c'est que la législation nous empêche d'utiliser les meilleurs antibiotiques possibles. Je crois que c'est assez injuste. Alors, nous comprenons les raisons qui sous-tendent ces choix, mais ce n'est pas très juste. Nous voyons qu'il y a d'excellentes recherches par Franz Callop, mais aussi par la FEI, et nous sommes à même de montrer qu'une utilisation limitée de médicaments antimicrobiotiques chez les chevaux et dans l'industrie du cheval doit absolument être envisagée lorsque ces situations se présentent. Je crois que c'est très important pour l'avenir de la santé équine. Maintenant, je vais parler de questions liées aux individus. Alors, vous savez, moi, je travaille avec la gestion des épidémies infectieuses, et ce, depuis plus de 20 ans. Et il y a un facteur commun qui, à mon sens, se vérifie dans toutes ces situations, c'est l'erreur humaine, l'échec humain. Et ça a été très clair l'année dernière lors de l'épidémie en Espagne. Il y a de nombreuses erreurs humaines qui ont été commises, qui ont permis que cette épidémie se répande. Ainsi, nous devons travailler, nous devons prévenir, travailler sur la prévention. Il peut y avoir le vaccin, nous verrons ce qu'il en sera de ce vaccin. Il peut aussi y avoir des protocoles en matière de biosécurité. Nos législateurs doivent disposer de critères en matière d'importation qui soient justes, mais aussi très fermes et solides. Tout un chacun doit être conscient, disposer de la connaissance, être vigilant, disposer aussi des compétences pour cette prévention. Et puis, même celles et ceux qui savent exactement ce qui doit être fait, s'ils ne le mettent pas en œuvre, c'est ce qui s'est passé en Espagne, eh bien, la catastrophe se produira malgré tout. Donc, nous devons toutes et tous endosser notre responsabilité. C'est essentiel, et c'est essentiel notamment pour les vétérinaires. Ainsi, nous devons développer une culture de prévention, de conscience, de sensibilisation et de responsabilité personnelle. C'est vital pour les chevaux de sport, mais pour l'ensemble des chevaux, parce que les virus et les bactéries ne font pas la différence entre un cheval de sport et un autre type de cheval. Maintenant, les mouvements en matière, ou plutôt la circulation des chevaux. Le Brexit a été une catastrophe pour l'industrie du cheval. Les organisateurs, par exemple, ont bien plus de difficultés que ce qui était attendu. L'industrie de l'élevage saigne vraiment, c'est le terme à utiliser. Donc, vous voyez cette image. En 2017, il y avait cette circulation Irlande, Royaume-Uni, France avec des pur sang, c'était crucial, ça marchait très bien, et ça n'existe plus. Et donc, il y a des répercussions avec des impacts sur les questions financières, mais aussi sur la santé des chevaux, parce que les chevaux, finalement, il faut les vendre, et donc parfois, ils circulent vers des lieux où nous ne souhaitions pas qu'ils circulent. Et il faudrait que nous trouvions un moyen de prévenir cette situation. Comment résoudre la situation? Peut-être en revoyant les conditions pour les États tiers, puisque le Royaume-Uni aujourd'hui est un pays tiers. C'est aussi le cas de l'Ukraine, des États-Unis, entre autres. Si l'on modifie ces critères, peut-être pourrions-nous résoudre assez facilement la situation. L'industrie du cheval a développé des solutions numériques qui peuvent apporter, par exemple, une traçabilité, ou plutôt une identification et une traçabilité sûre, qui serait une traçabilité numérique, une identification numérique, afin de suivre les déplacements des chevaux au sein de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne. Les systèmes sont en place, donc c'est tout à fait faisable. Et nous devons également lever la TVA sur les circulations à court terme des chevaux. Ça aussi, c'est très important. Ensuite, la législation nationale, les cadres internationaux par rapport au protocole en matière d'industrie du cheval.
l'industrie du cheval dispose de très bonnes juridictions, notamment après ce qui s'est passé en Espagne l'année dernière. Nous avons des protocoles et nous avons aussi des systèmes de contrôle fondés sur le numérique. Nous pouvons suivre chaque cheval dès lors que nous souhaitons le faire. Nous le faisons encore avec des chevaux en Californie qui font un concours là-bas et nous pouvons le faire. Ça fonctionne très bien et c'est tout à fait sûr. Et nous pouvons mettre à disposition ces systèmes et je crois que c'est une bonne chose d'avoir des registres ou alors des législations strictes sur l'herpès équin ou encore sur la gourme. Parce que aujourd'hui, le risque que nous courons, c'est qu'une législation soit mise en place dans ce domaine. Il y a une demande qui a été déposée par la Commission européenne vis-à-vis de l'autorité chargée de la santé ou de la sécurité alimentaire sur ce point en particulier. Nous y travaillons. Bien, c'est mon avant-dernière diapositive. Je suis désolée, je suis un petit peu long. Alors, les crises, la pandémie de Covid-19 et ses répercussions financières, la guerre en Ukraine représente également un risque, le risque étant qu'il y ait davantage de maladies infectieuses et puis également peut-être des manques en matière d'alimentation animale à l'avenir. Nous devons le prévoir et planifier. Ensuite, pour conclure, nous devons continuer à travailler ensemble entre industries, comme nous le faisons par exemple avec le monde de la course. Je crois qu'en France, vous vous en sortez très bien avec un système excellent ici en France, où il y a un soutien à l'industrie. Ce n'est pas le cas dans chaque pays. Et donc, ce que vous faites, c'est très important. Et je crois qu'en France, avec les chevaux, il y a de très nombreuses opportunités qui se présentent, mais peut-être que cela pourrait inspirer d'autres États membres de l'Union européenne pour renforcer l'industrie du cheval, car nous travaillons ensemble et nous devons travailler ensemble. Merci beaucoup et désolé d'avoir dépassé le temps de parole imparti. Merci beaucoup, Monsieur Ackerstorm. Vous avez eu raison d'insister sur ces enjeux de biosécurité qui sont particulièrement réactivés avec le conflit en Ukraine. Vous avez placé votre intervention au cœur de l'actualité. Vous nous avez rappelé l'importance d'une culture de la prévention et les menaces qui pèsent sur les filières équestres à travers les enjeux pour la santé des équidés. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la parole à notre député européen, Jérémy Desserles, qui est au cœur de cette question de cette table ronde du cheval dans l'agriculture, puisqu'il réunit l'ensemble des compétences de tous les intervenants de cette table ronde, l'élevage, les chevaux, la Bourgogne, la législation européenne et le développement durable. Merci Jérémy, à vous. Merci Sylvie, mais tu as mis la barre un peu haute. Je vais essayer de répondre un petit peu à tout ça en gardant... Oh, je suis bien assis comme ça. Très bien. Je suis moins courageux que mes collègues. Je voudrais déjà saluer bien sûr Monsieur le Président et vous remercier pour votre invitation. Saluer aussi le directeur, cher Jean-Roch Gaillet. Merci pour l'invitation et pour l'accueil sur ce site magnifique que je n'avais jamais eu l'occasion de visiter, mais que je suis bien content d'avoir vu ce matin. Et bien sûr, si j'ai l'occasion d'y revenir, ce sera avec plaisir. Saluer bien sûr l'ensemble de mes collègues parlementaires et les remercier aussi pour leur contribution et leur action pour le monde du cheval. Et puis bien sûr, vous remercier aussi chacune et chacun qui venait d'intervenir pour votre professionnalisme et votre capacité à mettre dans le mille sur les sujets qui vous sont chers. Donc merci pour tout ça. Comme le maire, je crois qu'il est parti, mais je ne suis pas un spécialiste du cheval, mais je sais combien cette production, avec sa diversité, est importante pour l'agriculture. Et je voudrais quand même, avant de démarrer sur les questions notamment autour de la politique agricole commune, avoir une pensée pour justement le peuple ukrainien, les Ukrainiennes et les Ukrainiens, et peut-être plus particulièrement pour l'agriculture aussi ukrainienne, qui, au-delà du caractère tellement violent, brutal de cette guerre, sur lequel ils doivent bien sûr répondre, mais se posent aussi et ont beaucoup d'inquiétudes
quant à la fois à leur capacité de pouvoir continuer à produire de l'alimentation sur leur terre et tout simplement à nourrir leur peuple. Et donc on a la responsabilité, je pense, quel que soit le domaine de réflexion, de penser à eux en continuant de penser à ce que nous, on doit faire et développer à la fois pour leur venir en aide, mais peut-être plus tard aussi à venir en aide à d'autres peuples qui seront aussi voilà, en difficulté. Donc je voulais quand même qu'on ait aussi une pensée pour eux. Et j'ai envie de redire, quoi qu'il en soit aussi, que nous avons la chance en Europe d'avoir une agriculture et une alimentation qui reposent sur des règles et sur des normes les plus élevées, que ce soit en matière de bien-être animal ou en matière d'environnement, les plus élevées au monde. Et ça, plutôt que de temps en temps taper sur l'agriculture, nous avons la responsabilité aussi de plutôt la mettre en avant et de se reposer sur cette formidable atout qu'est la qualité de cette agriculture et de cette alimentation pour avancer. Et je pense sincèrement que le monde du cheval, dans sa diversité, contribue aussi beaucoup justement à enrichir ce pan-là de notre économie, de notre environnement, de notre ruralité. Et donc, voilà, soyons plutôt fiers pour rebondir et répondre à tous les enjeux de demain, plutôt que de se dire, il y a encore, on ne fait pas assez sur ceci, on ne fait pas assez sur cela. L'agriculture est belle, l'agriculture européenne, désolé d'être un peu chauvin, mais sans doute la plus belle du monde, et soyons-en fiers et servons-nous-en. Sur la politique agricole commune, plus spécifiquement, donc la PAC, elle existe pour le cheval, comme elle existe pour toutes les autres agricultures, pour toute l'agriculture. Donc il y a certains éléments dans la PAC qui me semblent assez intéressants à réévoquer avec vous, mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse aussi échanger. Mais il y a la question de la définition de l'agriculteur actif, comment on fait pour justement garder le monde du cheval en sachant que chaque État membre demain devra définir ce qu'est un agriculteur actif. Il y a les questions autour du soutien à la diversification et aux investissements, donc dans toutes les mesures, notamment du second pilier de la PAC, comment on intègre le monde du cheval. Ça a été évoqué tout à l'heure, comment on soutient les races menacées, comment on fait pour que demain, aussi au travers de la politique agricole commune, par certains dispositifs, on puisse accompagner les races qui sont déjà menacées ou les races qui pourraient le devenir. On doit être en capacité d'anticiper ça, et je pense que la politique agricole commune a tout intérêt aussi à se poser ces questions-là. Il y a des questions aussi autour de l'indemnité compensatoire de handicap naturel. C'est des sujets sur lesquels les particularités du monde équin doivent être aussi, à mon avis, prises en compte. Et puis, il y a quelque chose aussi qui n'est pas nouveau dans la PAC, mais qui est ouvert cette année avec cette réforme, à l'ensemble des filières de production, les fameux programmes opérationnels. Ça, là, je pense aussi que notamment pour la filière viande de cheval, il y a une nécessité aussi à se servir de ces outils-là, qui sont des outils certes économiques, mais qui peuvent permettre aussi à ce secteur-là de pouvoir continuer à contribuer à tout ce qu'il contribue déjà beaucoup. En dehors de la PAC, il y a aussi bien sûr d'autres réglementations qui ont plus ou moins été évoquées, par exemple la loi de santé animale, et puis bien sûr les réglementations autour du bien-être animal. Tout à l'heure, Sylvie m'a présenté, je suis moi aussi éleveur, alors pas de chevaux, mais de vaches charolaises. Et c'est sans doute très clair dans cette salle, mais je pense qu'il faut le rappeler, aucun éleveur, aucune personne qui s'occupe d'un animal qu'on a la responsabilité a une utilité à ce qu'il soit maltraité. Économiquement, il n'y a aucune utilité qu'un animal soit maltraité, et pour tout un tas d'autres raisons, il n'y a aucune utilité. Donc, quand on réfléchit à ça, c'est un peu comme je vous disais au début, essayons plutôt de regarder tout ce qui a déjà été fait, et je pense qu'en matière
du monde, que ce soit dans le monde équin ou dans le monde bovin, en matière notamment de transport des animaux. Je suis éleveur, moi je me souviens quel était l'état des camions dans lesquels on chargeait les vaches il y a 30 ans et à quoi ressemblent les camions aujourd'hui. C'est pareil pour ce qui sert à déplacer les chevaux. Je crois qu'à un moment donné, certes, on doit et on peut continuer de faire mieux, mais de grâce, ne tapons pas non plus sur la caravane ou plutôt sur les camions. Voilà, donc là-dessus, il y a aussi encore du boulot et je pense que l'Europe aurait de bonnes raisons à justement, le plus possible, construire ces réglementations avec les professionnels. Donc voilà, sur ces questions en dehors de la PAC, peut-être plus, pour finir aussi plus spécifiquement en France, sur le contexte national, les régions, je ne sais pas s'il y a des responsables du conseil régional ici, ou de la région en tout cas, mais ont pris la main sur la gestion de beaucoup de mesures, notamment du second pilier de la PAC. Donc là, il y a un travail aussi à faire et à construire avec les régions. Je sais bien sûr que le dialogue est nourri pour une bonne prise en compte de l'activité équine. L'élevage de chevaux est bien une activité agricole, je le redis, et je presse aussi les régions de bien le reconnaître comme tel. Et il y a vraiment une nécessité voilà, à ce qu'on travaille collectivement pour que ça avance sur ce sujet-là. Je sais que mes collègues aussi éleveurs m'en voudraient si je ne mentionnais pas la question du taux de TVA réduit, qui est nécessaire aussi pour ne pas créer de déséquilibre entre les éleveurs, bien sûr, qui vendent leurs chevaux et le reste de la filière. Donc ça, c'est aussi des sujets où nous devons avoir le courage de rentrer dans la discussion et de trouver justement des solutions équitables, équilibrées. Je sais que ça avance, mais au niveau européen, tout le monde n'a pas... donc voilà, en France, je sais qu'on a travaillé sur ce sujet-là, mais je le redis aussi, que la France, pour le coup, doit aussi servir d'exemple pour qu'on avance correctement. Donc voilà, pour finir, encore une fois, vous remercier pour l'invitation, vous remercier aussi de nous donner la possibilité de parler d'Europe et vous redire encore une fois que la réussite de cette profession passera par sa capacité à jouer collectif entre les différentes composantes de la filière équine dans son ensemble. Donc je vous invite, je sais que vous êtes prêts à le faire et que vous aurez bien sûr voilà, toute la motivation pour y aller, mais travailler ensemble et c'est comme ça qu'on avancera. Merci. Merci, monsieur le député, pour cette intervention qui était parfaite pour non pas clore cette table ronde, parce qu'on va prendre une ou deux questions, je crois que je peux encore le faire, mais surtout pour avoir remis le cheval au cœur de l'Europe, l'excellence de notre agriculture et tout ce que nous mettons en œuvre pour être fiers du travail des agriculteurs, des éleveurs, de la filière équestre, et tout ce que vous mettez en œuvre, messieurs et mesdames les députés, puisque vous êtes et sénateurs, puisque vous êtes nombreux dans la salle, pour faire en sorte de vous mettre au service de la reconnaissance de l'importance de cette filière. Donc, qui veut prendre la parole? Qui veut intervenir? Qui veut revenir peut-être Madame la députée, vous voudriez faire un commentaire? Non? Est-ce que quelqu'un veut intervenir dans la salle? Monsieur le directeur général, avez-vous quelque chose à dire? Madame la directrice générale adjointe, qui est partie avec le micro. Donc, pas de questions? Écoutez, ça veut dire, madame et messieurs, que vous avez répondu de façon excellente, mais on le savait, à tous les enjeux de cette table ronde. Donc, nous allons pouvoir passer... non, une question. Alors voilà, allez-y. Présentez-vous, hein. Le micro fonctionne. Je m'appelle Sylvie Doiré, je travaille pour le ministère de l'écologie. La question que je voulais vous poser, parce que la thématique de la table ronde, c'est cheval et agriculture, c'est donc quels sont les... Je m'adresse en particulier à Monsieur de Serles. Quels sont aujourd'hui en fait
les engagements, les pratiques sur lesquels les agriculteurs envisagent d'utiliser le cheval. Quelle est la place du cheval comme outil au service de l'agriculteur dans les productions de demain? Je pense justement qu'on doit le développer parce que, alors on l'a dit, dans le secteur viticole, c'est des choses qui non seulement se pratiquent déjà, mais continuent à se développer. Et je pense que justement pour répondre à l'attente sociétale sur les questions environnementales, notamment sur la réduction des pesticides, s'il y a moyen d'utiliser un peu plus le cheval pour améliorer certaines techniques et trouver des alternatives, eh bien, il faudra aussi que ça se développe. Je n'ai pas d'exemple concret, mais en tout cas, ça doit se construire justement avec les professionnels du monde du cheval, avec les professionnels agricoles. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen? On sait que ça avance en viticulture. Il y a sans doute dans d'autres productions où on pourrait retrouver une utilité certaine, encore une fois, dans le respect des règles qu'on a évoquées et bien sûr du bien-être animal, des avancées. Je n'ai pas forcément d'exemple concret, mais ça doit se construire. Mais pour ça aussi, c'est à nous, politiques, c'est à nous, pouvoirs publics, de mettre des moyens. Parce que bien souvent, le problème en matière d'environnement et en matière de bien-être animal, c'est qu'il y a des exigences très très élevées, très souvent justifiées, mais qui malheureusement ne sont pas comblées par les moyens nécessaires voilà, pour que les agriculteurs et les différents secteurs y aillent. Donc voilà. Je vais me permettre une petite précision, madame. Vous dites que vous dépendez du ministère de l'écologie. En réalité, on a été plusieurs fois questionnés par des gens, des associations qui remettent les chevaux au travail, aussi bien pour ramasser les déchets dans les villages, aussi bien en agriculture. Sauf qu'ils n'ont plus d'aide de l'ADEME, ils n'ont plus d'aide du ministère de l'écologie. Il faut un petit peu chercher l'erreur. Si je puis aussi me permettre, comme on m'a donné des études faites par l'IFCE avant la préparation de cette table ronde, on parle beaucoup aujourd'hui des copâturages équins bovins qui permettent de mieux valoriser les prairies. Prairies dont, vous le savez, ce sont des infrastructures agroécologiques de premier plan puisqu'elles captent 85 tonnes de CO2 à l'hectare, qu'elles permettent d'éviter le ruissellement, qu'elles permettent la biodiversité, notamment la biodiversité florale, qu'elles luttent contre l'embroussaillement, contre la fermeture des paysages. Et puis sur le plan de l'énergie, rappelons aussi que le cheval est une force d'énergie, mais qu'il produit aussi de l'énergie puisqu'il produit 100 kilos de crottin en 4 jours, et nous pourrions tout à fait imaginer de valoriser cet engrais organique, cette source d'énergie. Donc il y a énormément de développement possible avec, vous le savez, un cheptel qui est de 1,2 million d'équidés en France. Nous avons vu avec nos intervenants qu'il est de 7 millions d'équidés en Europe. C'est une énergie douce, mais c'est une énergie réelle qui ne demande qu'à être valorisée sur le plan agroécologique. Voilà, je vous remercie et je pense que nous allons peut-être conclure cette table ronde en vous remerciant de votre attention et surtout en remerciant les intervenants.